Bonjour, merci d'être présent pour ce webinaire. On commence avec quelques petites minutes de retard. Il y a eu un petit problème technique pour ma part, je le reconnais, et on avait attendu également les dernières personnes qui se connectaient. J'appelle la régie. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que ça marche? Super, très bien. Bon, c'est notre premier webinaire, donc soyez indulgents avec nous. Et c'est une plateforme qu'on n'avait pas encore utilisée jusqu'à présent. Donc, je suis très heureux de l'animer avec vous. Et ce petit problème technique m'a permis de m'échauffer la voix parce que j'avais commencé le webinaire alors que ce n'était pas encore officiellement lancé. Valencia, c'est la 3e ville d'Espagne. La 2e ville de Méditerranée, 2e ville en bord de mer, et c'est la 14e ville pour les prix moyens en mètre carré de l'immobilier en Espagne. C'est la ville où j'ai démarré J'achète en Espagne il y a 5 ans, en accompagnant mes premiers clients dans la recherche immobilière. Donc c'est une ville que j'ai vu changer, une ville que j'ai vu bouger, évoluer, urbanistiquement parlant, de façon générale, mais surtout en termes d'immobilier. C'est pas un secret, les prix ont monté ces dernières années. Il y a encore, après ce serait vous qui serez jugé parti, mais selon nous, des affaires et des choses à faire à Valence. C'est le but de ce webinaire, c'est de vous en parler et de pouvoir répondre à toutes vos questions. Il y aura une première partie donc de présentation. N'hésitez pas à m'interrompre, à me poser les questions que vous voulez. Vous avez un chat sur le côté ou prendre la parole directement. Et puis de toute manière, sinon, il y a une session de questions-réponses qui est prévue à la fin. Donc, on va commencer par rentrer dans le vif du sujet, les prix de l'immobilier en Espagne et à Valencia. Valencia, on a 2000 € du mètre carré, 2068 € pour être précis, une hausse de 12% sur les 12 derniers mois. Ce n'est pas sur l'année 2022, c'est sur les 12 derniers mois. En Espagne, donc une hausse de 4% avec un prix moyen à 1900 €. Vous voyez, on n'est pas très éloigné de la moyenne espagnole, sachant que la moyenne espagnole, ça englobe évidemment des villages abandonnés ou des petites villes de province. Et puis la communauté valencienne, pour le coup, elle est encore plus basse, elle est à 1600 € du mètre. Il faut savoir que la communauté valencienne, c'est l'équivalent de la région et ça englobe du coup différents départements, ce qu'on appelle les provinces, provincias en Espagne, qui vont être celles de Castellón, de Valence et d'Alicante, avec une hausse quand même de 9%. Mais vous voyez que la hausse la plus forte, là, elle est sur Valencia. Pour vous donner une idée des prix, on rentrera un peu plus dans les détails juste après, mais pour que vous voyez un petit peu quels sont les extrêmes qu'on perçoit ici sur Valence. Le prix le plus bas, ce sera le quartier de Rascalia, c'est un quartier nord de Valence, un quartier où il y a une concentration de population plus issue de l'immigration, qui va être donc sur un prix moyen à 1200 € du mètre. On voit même des choses à moins de 1000 € du mètre. On va être sur une moyenne à Valence de 2000 € du mètre, comme je viens de vous dire. Et le prix le plus élevé, qui va être donc en moyenne à 3000 € dans le quartier de l'Échampé. Vous voyez, c'est au sud du centre historique, voilà, avec les quartiers les plus chics, vous en doutez, ce qu'on appelle nous parfois le quartier des notaires, le quartier des avocats, où vous pouvez avoir donc les prix les plus élevés. Cependant, par exemple, on constate certains prix, comme une dernière opération dont j'ai été témoin, un appartement de 100 mètres carrés qui était complètement à refaire, qui s'est vendu à 850 000 €, donc 1500 € du mètre, sur la place de la Reine à Valence. Donc voilà, pour que vous puissiez situer et vous puissiez voir que, en effet, on est sur des moyennes qui peuvent être certes plus faibles et certes aussi plus élevées dans des endroits. On a toujours des extrêmes. Voilà. Donc, quels ont été les districts en plus forte hausse à Valence? Donc, vous savez ou pas forcément, que Valence est divisée en 19 districts qui sont eux-mêmes divisés en quartiers. Donc, vous les voyez ici, ces 19 districts, avec 3 focus qu'on va faire sur 3 quartiers qui, pour nous, sont des quartiers intéressants, qui va être celui de la Saïdia, vous voyez le numéro 5 juste au-dessus du centre historique, Cuatrecareles, qui est le grand, là, tout au sud-est, voilà, et puis Benimaclet, 14, juste au-dessus. Voilà, donc on va s'intéresser à ces 3 quartiers et on va vous expliquer pourquoi, selon nous, ce sont des districts d'intérêt d'investissement à Valencia.
Donc Beni-Maklet, c'est un district qui contient un quartier éponyme. Le district de Beni-Maklet est composé de 2 quartiers. Pour ça qu'on pourrait éventuellement faire le rapprochement, qui est un quartier très étudiant, qui était anciennement un petit village, et qui garde cette âme de village. Vous voyez sur cette photo, on voit on peut retrouver des maisons comme ça, basses et colorées, sur 2 étages, ce qui fait qu'on a vraiment une ambiance à part entière, et c'est pas un quartier qui a été refait à neuf dans les années 70. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours connu de nos clients francophones qui viennent investir à Valencia, et qui peut être une bonne option. On a quand même un prix au mètre carré qui représente la moyenne de Valence et qui a énormément monté en un an. C'est une très très bonne option aussi pour l'investissement locatif, parce que des étudiants, il n'y a que ça dans ce quartier-là. On est juste à côté des universités. Donc c'est un quartier qu'on recommande. Alors, quartier suivant, la Saïdia. La Saïdia, pour moi, c'est un très bon rapport proximité au centre-ville et prix. Parce que, bon, évidemment, on n'est pas dans le centre-ville, donc on est proche du centre. Vous voyez sur cette photo, on voit les jardins du Touria. Donc, pour rappel, hein, le Touria, je reviens en arrière, où on voyait… hop, je reviens en arrière. Ah, j'ai un souci, je suis désolé. Sur mon PowerPoint. Hop. Non. Désolé. Petit souci technique. Hop. Je vais remettre tout de suite le document que j'étais en train de vous partager. Voilà. Je reviens sur la carte de Valence. Vous voyez la Saïdia qui est juste ici. On va revenir même sur la carte des districts qui est juste ici. Et c'est plus simple sur Google Maps. Vous voyez que vous avez une proximité à l'ancien lit d'un fleuve, en fait. Enfin, le lit d'un ancien fleuve plutôt, pardon, qui est le Touria. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément Valence, qui n'y sont jamais allés, qui est le poumon vert de Valence, qui est une coulée verte qui traverse toute la ville. Et c'est un vrai avantage d'être à côté de ces jardins. Le district du coup de la Saïdia, les Bordes, c'est un district qui est plutôt résidentiel. On a une moyenne de 1800 € du mètre. Pareil, ça a beaucoup monté. Mais vous avez des opportunités. Vous êtes à 10 minutes à pied du centre-ville. Vous voyez, hein, vous traversez le fleuve ici et vous êtes dans le centre-ville. Vous avez, pour quelqu'un qui vit dans une grande métropole française comme Paris, par exemple, c'est rien du tout. Et vous profitez de prix quand même beaucoup plus attractifs. Ça a beaucoup monté, hein, c'est sûr, 1800 € du mètre, mais vous pouvez encore trouver des choses en fonction du fait qu'il y a un ascenseur, pas d'ascenseur, à refaire, pas à refaire, des prix qui peuvent être plus ou moins attractifs. Et ensuite, un autre district qui me semble intéressant, alors c'est un grand district, il a 7 quartiers, il a 2000 € du mètre, il a aussi beaucoup monté, c'est le district de Poitré-Carreras, voilà, pour vous le situer ici. Pourquoi? Vous avez un hôpital juste à côté qui est un grand centre d'emploi, hein. Il y a vraiment plusieurs centaines de personnes qui y travaillent, l'hôpital de la Fée. Et pour ce qui est de l'investissement locatif, c'est quelque chose qui, pour nous, représente un intérêt. Vous avez des prix qui restent quand même assez attractifs, avec une possibilité pour d'autres gens qui seraient peut-être des gens avec une population de gens qui sont des travailleurs, un accès direct à l'autoroute qui descend vers Alicante. Donc voilà pour un focus sur 3 districts. On va vous parler maintenant plus des prix au mètre carré et changer notre point de vue, si je puis me permettre, en comparant certains districts avec les maximaux historiques. Le maximum historique de 2011, l'année dernière 2021 et l'année 2022 qui est à 3 quarts écoulés. Donc le district de Benicalap, donc qui est dans le nord-ouest de Valence, qui est aussi une bonne option pour trouver des prix un petit peu moins chers. Vous êtes sur un axe très bien relié au centre de Valence, parce qu'il y a un métro qui passe par là et qui relie, qui arrive ici, qui passe par Paterna, Boulcrassot qui est juste là, Benicalap qui reste dans la ville de Valence. Et voilà, on est encore assez loin du maximum historique. On a 34% d'écart
Donc, si voilà, on estime que les prix continueront à monter et atteindre peut-être ce que l'histoire a déjà connu, c'est pour nous une option qui est intéressante. Le quartier de Tressous aussi, qui est aujourd'hui encore à 1400 € du mètre, à moins 13% par rapport au maximum historique, et qui a des petits quartiers autour du marché Ressources, par exemple, qui est un marché couvert, qui peuvent être intéressants. Et encore une fois, Valence, ça reste une ville à taille humaine, donc il reste à 15-20 minutes à pied du centre-ville de Valence. Une autre solution qui est encore sous-cotée, hein, selon nous, c'est vraiment les 3 quartiers qu'on a estimés comme étant les plus intéressants par rapport au maximum historique. Le quartier donc, de Patrèche, qui est un quartier pareil, assez vivant. On n'est pas du tout dans une zone uniquement résidentielle, on n'est pas dans une zone dortoir, qui est aux portes de Valence, qui commence juste à côté de ce qu'on appelle la Plaza España. Donc juste à côté du centre-ville. Et en fait, voilà, si vous voyez Valence sur la carte est divisée en 2 L. Vous avez un premier L qui est ici, voilà, qui va diviser donc le centre-ville qui est là, et le deuxième L qui va élargir un petit peu ces 2 grands axes. Bon, bah, voilà, Patrèche, il est juste ici, juste à côté de ce deuxième L, et présente encore des belles opportunités. Donc, on voulait vous montrer également quelques biens que nous, on a pu vendre pour que vous ayez une idée aussi de quelle est la situation actuelle du marché et à quoi ça ressemble. Donc, par exemple, pour une enveloppe de moins de 200 000 €, donc là, 195, on a un appartement qu'on a vendu à nos clients assez rapidement. C'était du off-market, c'était une opportunité qui nous est rentrée. Et donc, qu'on a proposé à un de nos clients qui l'a acheté. Donc, on est juste à côté, on n'est pas en plein centre, on est juste à côté du centre de Valencia, dans le quartier chinois. Derrière la gare du Nord, il y a 2 gares, la gare DGV et la station del Nord. C'est un appartement donc, de 97 mètres carrés au cadastre. Donc, au cadastre, il faut savoir qu'en Espagne, il y a les mètres carrés construits, les mètres carrés utiles. Donc, voilà, il faut retirer, il me semble que c'était 10 mètres carrés de différence. Donc, en Carrèze, on serait sur un 80 mètres carrés à peu près. Il y avait 2 chambres, 2 balcons, 3 mètres de hauteur sous plafond, avec des poutres apparentes, des briques apparentes. On avait fait une vidéo d'ailleurs, si vous cherchez sur YouTube, j'achète en Espagne, vous verrez la vidéo de visite de l'appartement qui avait été faite. C'était un 3e étage sans ascenseur. Donc ça, il faut bien le préciser. Ça fait une grande différence en Espagne sur les prix d'achat. Donc les gens qui l'ont acheté, c'est des parents pour leurs enfants étudiants. Ils n'étaient pas du coup fermés sur le non-ascenseur. Et du coup, ça leur a permis de faire une affaire. Vous voyez bien, on est à très légèrement au-dessus des 2 000 € du mètre. Et pourtant, on est aux portes du centre historique de Valence. Donc ça, c'est les photos de l'appartement. Donc, il s'est vendu sans les meubles. Mais c'était les meubles, enfin, qui n'est pas encore vendu d'ailleurs, hein, qui vient tout juste d'être réservé. Et les meubles que le propriétaire n'avait pas encore déménagé. Les quelques meubles qui restaient. Vous voyez ici, il y avait une petite chambre, une salle de bain, une cuisine, et là on avait une plus grande chambre, et derrière là, on a le salon. Voilà. Donc, pour cet appartement, un autre exemple, une maison là qui vient tout juste d'être réservée, c'était hier ou avant-hier, à Náquera. Donc, Náquera, c'est, vous voyez sur la carte ici, c'est à 25 minutes de Valence en voiture. On est sur 377 mètres carrés, ça veut dire 377 mètres carrés. Il y a une partie qui vont être les parties extérieures bâties. Donc, ça peut être la piscine, ça peut être la zone où il y a le barbecue, ça peut être une zone de parking couverte pour la voiture. Il y en a 1500, 60 mètres carrés de terrain, 3 chambres, 2 salles de bain, une piscine et donc la zone de parking. Elle a été négociée à 280. Voilà, pour vous voyez un petit peu le type de piscine. En Espagne, il y a piscine et piscine. Pour si vous recherchez une maison ou si vous vous intéressez à ce genre de produit, il y a des piscines hors sol, des piscines comme ici creusées. Donc voilà, il faut toujours regarder ce qu'on appelle vraiment par une piscine et inspecter le système de d'épuration. Ça, c'est la maison, vous voyez. Donc il y a une grande partie en porche ici. On a fait une visite avec une personne, par exemple, qui souhaitait fermer ce porche pour agrandir la surface de la maison et profiter des espaces extérieurs. Donc ici, on va avoir une zone salon, la zone cuisine, salle de bain, et puis derrière, ici, on va avoir les chambres et puis un petit atelier.
C'était justement un bien qui avait été refait à neuf. Donc, vous voyez un petit peu, en Espagne, on a beaucoup de choses qui sont dans leur jus rustique, mais on a aussi des choses qui sont très bien et très présentables. Donc, c'était des clients français, en l'occurrence. Donc, il avait fait avec un goût qui peut potentiellement se rapprocher du coup de nos clients francophones également. On va faire ensuite un petit focus sur la rentabilité locative. Pour vous donner une idée du prix moyen en mètre carré en location, donc on est presque à 10 € du mètre carré avec une hausse donc de 15% sur un an. Évidemment, en termes de rentabilité locative, en Espagne, Valencia, c'est un des meilleurs chevaux sur lequel parier. Et je dis pas ça, je prêche pas pour ma paroisse parce qu'on est dans d'autres zones d'Espagne. On est aussi à Barcelone, on est aussi à Madrid, pour citer les grandes capitales. On est à Alicante, on est en Andalousie, aux Baléares, aux Canaries. Mais vraiment, la meilleure rentabilité locative, je parle de location conventionnelle. On peut toujours imaginer plein d'autres types de locations. On est sur des très bons rapports de location. C'est simple. Hein. Faites le calcul, vous êtes à 2 000 € du mètre en moyenne. Donc, un 100 mètres carrés, ça fait 200 000 €. Mais si on prend une plus petite surface, par exemple, allez, un 60 mètres carrés, ça fait 120 000 €. 60 mètres carrés, vous allez louer du coup 10 € du mètre, vous allez louer 600 €. Et c'est la vérité, vous allez voir des exemples juste après. Ça fait des ratios de location, de rentabilité locative qui sont qui n'ont vraiment rien à voir avec la France. Mais il y a des différences aussi par rapport à la France. Je vais vous en parler tout de suite. Donc voilà, la moyenne elle est à 6%. Mais on peut avoir des bien meilleures rentabilités locatives. Ça, c'est les chiffres, c'est les statistiques. Et puis après, il y a une autre chose, c'est ce que nous, on constate sur le terrain. Et ce qu'on voit, ce qu'on ressent, et ce qu'on vous transmet. Donc, c'est l'objectif d'un webinaire comme celui-ci. Donc là, c'est une vente, un appartement, pareil, qui vient d'être réservé à 80 000 €. Donc, annoncé à 86. 3 chambres, 91 mètres carrés. C'est un quatrième sans ascenseur. Qui peut se louer à 750 €. Donc, ça nous fait une rentabilité locative de 11% brut. Donc là, c'est la somme de 12 mois de loyer divisé par le prix d'achat hors frais. Hein, attention, c'est quand même une grande nuance. Il est situé où ce bien? Il est situé dans le quartier de Nazareth. Vous voyez le pont qui est juste là. C'est un pont qui s'appelle le pont des Drassanes et qui amène juste derrière ce pont au port de Valence, l'ancien port. Donc voilà, qui a quand même une proximité quand même avec Valence, quelqu'un qui se déplace en vélo ou même en voiture et très vite dans le centre de Valence. Donc voilà, ça c'est pour vous donner une idée, un appartement sur lequel il n'y a aucun travaux à faire. Et pour vous dire, dans le quartier de Nazareth actuellement, il y a 4 biens en location. Il n'y en a pas un seul à 750, le prix plancher c'est 850. 850, on en a 850, un 1000, 1050 et un qui tournait, je crois qu'il était à 760, pardon, qui était à 760. Donc, il y a même une carence locative très forte. C'est pour ça que les prix ont monté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quelqu'un qui met son bien en location, il n'a pas de mal à trouver un locataire. Alors, attention, là, c'est une parenthèse. C'est la parenthèse de l'agent immobilier. Quand vous mettez votre bien en location, vous avez deux choix. Soit c'est le locataire, soit vous voulez trouver un locataire. Vous voulez choisir un locataire ou vous voulez que ce soit le locataire qui vous choisisse. Donc, plus vous allez mettre un prix élevé, plus ça va être le locataire qui va vous choisir. Et donc, si c'est le locataire qui vous choisit, vous avez des chances que ce soit le locataire, entre guillemets, moins solvable, moins intéressant. Donc, c'est un conseil, c'est de ne pas être trop gourmand parce qu'il y aura toujours des gens, malheureusement, qui auront besoin de se loger et qui seront prêts à payer des prix élevés, mais peut-être qui ne paieront pas derrière le loyer ou qui ne respecteront pas l'appartement. Et enfin, un dernier focus sur les taux. Les taux aujourd'hui, vous le savez, la Banque Centrale Européenne a relevé ses taux directeurs en juillet et en septembre de 0,5 et 0,75 points, avec des effets, vous vous en doutez. En Espagne, en tout cas, sur les taux fixes, qui sont passés sur 20 ans à peu près entre 3 et 4%, c'est ce qu'on peut constater, ça a beaucoup monté. Donc pour rappel, c'est les taux normaux, c'est-à-dire que c'est les taux qu'on avait en 2017-2016. 2017, on avait ces taux-là. Là, c'est sûr qu'en un an, même pas en un an, on a repris du coup 5 ans dans la figure. C'est sûr que c'est compliqué. Ça va continuer à monter, on le sait.
mais c'est les taux qu'on peut constater aujourd'hui. En moyenne, encore une fois, comme d'habitude, on préfère être trop pessimiste que trop optimiste. Il y a des gens qui aujourd'hui encore arrivent à signer des prêts avec des taux encore un petit peu inférieurs. Une petite parenthèse rapide avant de passer à la phase questions-réponses sur notre accompagnement à l'achat. Donc, pour vous expliquer nous ce qu'on fait, on est chasseurs immobiliers. Notre travail, c'est d'être sur le terrain pour nos clients qui sont en général pas sur place, qui ne parlent pas forcément la langue, qui ne connaissent pas le marché ou la juridiction. Comment ça se passe? Vous allez avoir une personne attitrée, un interlocuteur unique sur la durée de votre accompagnement qui va faire des prévisibles pour vous, vidéos, des pépites, des opportunités. Vous vous en doutez, quand c'est une affaire, ça ne reste pas longtemps sur le marché, c'est tout de suite qu'il faut la saisir. Avec ça, on va proposer un accompagnement juridique, un accompagnement administratif, parce qu'en Espagne, l'administratif, c'est la partie vraiment immergée de l'iceberg. Donc voilà, c'est l'accompagnement qu'on propose, un peu comme un voyage organisé, mais dans le cadre d'un achat immobilier. On va vous prendre par la main, vous n'avez rien d'autre à faire que de choisir les bonnes affaires qu'on va vous trouver. Voilà, ça, c'est ce qu'on fait depuis 5 ans maintenant, c'est la spécialité de la maison, on a accompagné des dizaines de clients et c'est ce qu'on fait vraiment de mieux. Voilà, pour cette petite parenthèse, ce n'est pas un webinaire publicitaire, loin de là, mais si vous posez des questions sur qui on est et ce qu'on fait, bon, moi, vous savez ce qu'il en est. Avant de passer aux questions, rendez-vous, donc, je vous disais la semaine prochaine, c'est dans la semaine d'après, le 13 octobre, pour avoir un autre webinaire avec le même format sur l'immobilier à Barcelone, qui sera animé par Romain Traversino, qui est notre directeur commercial basé à Barcelone, et Valentino Skoda, notre city manager de l'agence locale. Je vous laisse me poser toutes les questions que vous voulez. Il est marqué 20 minutes, mais je peux rester autant de temps que vous le souhaitez. J'ai vraiment pas de soucis. Donc, allez-y. Vous pouvez poser les questions par le chat ou tout simplement, si vous le pouvez, allumer votre micro. Et je vois de toute manière les questions de Julien, que je n'avais pas encore vu. Je suis désolé, Julien. Je les lis tout de suite. La première, les prêts annoncés, Thomas, c'est avec votre commission ou hors commission, j'achète en Espagne, et hors intermédiaire, tout à fait. Tous les prix que vous voyez, de toute manière, c'est toujours annoncé hors intermédiaire et hors frais de notaire, hors frais d'agence en Espagne. Donc, une remarque sur les taux d'intérêt à 10 ans à 3,5%, donc taux d'emprunt à 20 ans en Espagne à 4,5%. Alors là, je rectifie, Julien, j'étais mercredi soir avec le directeur de la cellule francophone de Targobank, qui est une filière du Crédit Mutuel à Madrid, qui me disait actuellement, je ne fais pas moins de 3% en fixe sur 20 ans. Et hier, j'avais un appel avec ING qui me disait qu'eux, ils faisaient du 4%. Donc, sur du 20 ans. Donc, voilà, on arrive à avoir du 3%. Il y a toujours ceux qui proposent plus. En Espagne, c'est pas capé. Donc voilà, mais pour avoir une idée, de toute manière, c'est tellement mouvant, tellement changeant en ce moment que je pense que d'un jour à l'autre, ou plutôt d'une semaine à l'autre, ça peut vraiment évoluer. Si vous achetez cash, pour répondre à votre question dans l'ordre, Julien, et après je réponds tout de suite à celle de Sébastien, on peut espérer un discount de combien? Alors, c'est une très bonne question. Cependant, ce n'est pas systématique. Ce n'est pas une règle préétablie. Si vous avez une très bonne affaire, moi par exemple, mon premier achat, ma réunion principale, je n'ai pas pu négocier un seul euro. Pourquoi? Parce que je savais qu'il y avait la queue derrière moi, c'était une affaire en or et il fallait que je me décide là maintenant tout de suite. Et le bien venait de te sortir, je n'ai pas pu négocier. En revanche, vous avez des vendeurs qui ont leur bien publié depuis 3 mois sur le marché, qui n'arrivent pas à le vendre. On peut toujours faire une offre plus agressive. En moyenne, ce qu'on peut constater, c'est des discounts qui ne sont pas énormes, malheureusement, Julien. Si on arrive à 10%, vraiment, c'est déjà bien. C'est déjà bien. On n'est pas sur un 20, 30, 40%. Les vendeurs ne sont pas désespérés parce qu'il y a un volume de stock vraiment très faible. Ça a rarement été aussi faible. Et les vendeurs le sentent et du coup, se sentent en position de force. Sébastien, tweet des garanties bancaires. Donc les prises d'hypothèque à venir par les banques françaises sur les biens achetés en Espagne, tout est fermé aujourd'hui là-dessus. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous, Sébastien. Aujourd'hui, les banques françaises ne vont pas faire une garantie sur un bien qu'elles ne pourront pas saisir ou pour laquelle ce serait très compliqué parce que par nature, c'est à l'étranger. Les banques françaises, elles vont vous demander une garantie dans leur pays. Cette garantie, ça peut être un bien qui aurait été financé, qui est en France,
et du coup qui pourrait être remboursé, qui pourrait servir de garantie du coup en cas de défaut de paiement du bien en Espagne. Ça peut être une assurance vie, par exemple, que vous pouvez bloquer. Ça peut être un aval bancaire, donc un garant qui dirait, ben voilà, moi, si monsieur X ne paye pas, dans ce cas-là, je porte garant. Mais en effet, c'est fermé, les banques sont fermées, et sauf si vous avez vraiment de très bons arguments, de très bonnes relations avec votre banquier et beaucoup d'historique avec lui, il est rare que les banques vous prêtent directement sans aucun problème pour un achat à l'étranger. Donc, mon conseil toujours, quand vous allez voir votre intermédiaire bancaire en France pour lui parler d'un projet immobilier, s'il est en Espagne, précisez-lui qu'il s'agit d'un projet immobilier en Espagne. Parce qu'on pourrait bêtement oublier d'en parler, se lancer dans une recherche, entamer des démarches, réserver un bien en mettant 10% du prix du bien, et puis en fait après se rendre compte que on n'a pas de financement, c'est pas possible. Et en Espagne, il n'y a pas de clause suspensive pour l'obtention d'un prêt. Donc attention par rapport à ça. Alors nous, pour répondre à Rizolandia, si on vend aussi des projets qui sont en construction, oui, ça peut arriver. Nous, à la base, quand même, chez Ton Espagne, on s'est spécialisé au fur et à mesure des années sur l'ancien, sur les logements dans l'ancien. Donc voilà. Cependant, c'est quelqu'un qui est intéressé pour un logement dans l'ancien, enfin de seconde main, mais impeccable, ou un logement, disons, dans le neuf directement, qui n'aurait jamais été habité avant. C'est quelque chose évidemment qu'on peut faire. On fait du sur-mesure. Nous, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est des artisans. On va s'adapter à chaque projet. Et on va trouver le bien en fonction du projet, et on ne va pas proposer au projet des biens qu'on aurait déjà sélectionnés. Quelle est la perspective de la location courte durée? Question de Jimmy. Est-ce que la ville de Valence a des conditions ou bloque ce type de stratégie immobilière? Oui, je ne vais pas vous mentir, Jimmy, c'est compliqué à Valencia. Il y a beaucoup de conditions. Et Valencia, comme beaucoup de villes d'Espagne d'ailleurs. La location courte durée, c'est évident qu'en termes de rentabilité, c'est beaucoup plus important. En termes de frais aussi, en termes de possible détérioration de l'appart, ça je tiens toujours à le rappeler. Plus la mariée est belle en général, plus derrière il y a quelque chose. Quelles sont ces conditions qui bloquent? Déjà, c'est compliqué administrativement d'obtenir une licence. Pour l'obtenir, il faut avoir l'accord de la moitié de la copropriété, déjà. Donc, si vous avez des gens qui s'y opposent, c'est compliqué. Il faut que sur le même étage ou l'étage inférieur, il n'y ait que des locations touristiques. C'est-à-dire que si moi je suis au rez-de-chaussée, sur le même étage, il n'y aura personne en dessous de moi qui ne soit pas en location touristique. Donc, si c'est un rez-de-chaussée, on a des possibilités d'obtenir la licence, toujours dans la mesure où j'obtiens l'accord de la moitié de la copropriété. Mais si je suis par exemple sur un premier étage, il faut qu'en dessous, les rez-de-chaussée soient commerciaux ou habités par des gens qui le louent en touristique. Et sur le même étage, s'il y a 4 autres appartements, par exemple, il faut que ce soit uniquement du touristique, sinon c'est illégal. Voilà, donc imaginez un 4e étage. Dans un 4e étage sur l'ascenseur, vous trouvez que c'est une super opportunité, vous souhaitez l'acheter pour y faire du touristique. De loin, comme ça, à vue d'œil, c'est compliqué. Ou alors, ce que font certains investisseurs, c'est qu'ils achètent l'immeuble en entier. Après, ils en font ce qu'ils veulent parce que c'est chez eux. Ils constituent 100% de la copropriété. Ils vont avoir que du touristique. Après, ce sera plus des méandres administratifs avec lesquels il faudra se battre pour, du coup, accéder à l'obtention de la licence. Alors, je vois que Julien est en train et Jimmy en train de tous les deux rédiger une question. Alors, quelle banlieue de Valencia est-ce qu'on recommande avec une présence métro obligatoire pour une résidence principale? Je vise Torrent ou Paterna, d'autres suggestions, et qu'en pensez-vous? Alors, en effet, la banlieue proche de Valence, comme partout, comme toujours, plus on va s'éloigner d'un centre-ville, plus on va avoir des prix au mètre carré à l'achat qui vont être faibles et des prix à la location, malheureusement, pour les locataires qui atteignent un plancher. On ne va pas trouver d'appartements à moins de 500-550 euros par mois. En revanche, on pourrait avoir des appartements dans la banlieue de Valencia pour 40 000 euros. On en trouve des choses à refaire. Si on n'est pas trop galant sur l'étage, on trouve des choses pour 40-45 000 euros. Vous y mettez 15 000 euros de travaux. Voilà, vous tombez sur un projet à 60 000 euros hors frais et vous louez 600 euros par exemple. On a des belles rentabilités. En effet, à Paterna,
Comme à Torrent, vous avez le métro. Donc des gens qui veulent venir dans le centre-ville, c'est quelque chose qui évidemment va être un vrai plus pour eux. Moi, une ville que je conseille aussi, c'est Bolrasot. Bolrasot, c'est juste à côté. C'est vraiment très proche. Il y a beaucoup d'entreprises dans cette zone-là. Il y a un centre commercial. Enfin, voilà, il y a des gens qui peuvent chercher à se loger par là. C'est une vraie petite ville. C'est pas un village fantôme, un village dortoir. Et vous y trouvez des belles rentabilités locatives. Il y a d'autres zones, par contre, attention, si vous regardez la carte de Valence et vous regardez, vous filtrez, vous mettez par exemple les prix les moins élevés, vous allez avoir des zones qui peuvent être ce que les Espagnols appellent des zones conflictuelles, qui vont être peuplées par des populations peut-être plus autrefois nomades, qui se sont stabilisées à un endroit. Et regardez déjà sur Google Street View et vous verrez que voilà, même gratuit, peut-être que vous n'en voulez pas de l'appartement. Enfin, moi, c'est mon cas. Donc renseignez-vous bien quand vous voyez qu'un prix est alléchant sur ce qu'il peut y avoir autour. Si vous pouvez envoyer quelqu'un sur place, soit nous ou quelqu'un d'autre, faites-le, parce que moi je suis allé voir pour une zone que je connaissais pas pour des clients la semaine dernière, un appartement du côté de Torrefia à la Valence. Donc je connaissais la zone, vraiment il y avait c'est le long d'un grand boulevard. L'agent me donne rendez-vous à côté du Burger King, donc voilà, il y a des commerces, il y a tout ce qu'il faut. En fait, il y avait une ruelle juste à côté que je ne connaissais pas, et je rentre dans cette ruelle, et là, vraiment, j'ai failli dire à l'agence, on ne monte même pas, ça ne sert à rien. L'appartement était à 55 000 euros, 60 mètres carrés, donc moins de 1 000 euros du mètre, mais c'était pas un coupe-gorge, mais c'était vraiment, on avait l'impression d'être dans le Bronx, et donc tout de suite, je l'ai déconseillé. Donc voilà, ça c'est plus pour faire le lien, et je développe un petit peu, mais par rapport à la rentabilité, restez méfiants et assurez-vous que la zone reste fréquentable. Sébastien qui nous parle de la région nord de Valencia, Castellón, moi que je connais bien personnellement parce que j'ai ma belle famille qui vit là-bas. Beaucoup plus location espagnole. La ville de Castellón en tout cas, c'est beaucoup plus location espagnole, c'est beaucoup moins tourisme international, tout à fait d'accord. Vous avez beaucoup d'étudiants à Castellón, donc ça peut être une possibilité. Après, si vous allez vers la côte, on est dans la province de Castellón, mais si vous allez sur Peñíscola, Alcocebre, Vinaros, vous avez des zones beaucoup plus fréquentées par les étrangers. Oropesa aussi, qui est une zone de bord de mer qui est vraiment très très accessible et qui est en bord de plage, quoi. Vous avez des appartements à 70, 80 000 euros, ça se trouve encore, sans être en première ligne de mer évidemment. Mais là, pour le coup, vous avez une population internationale et la possibilité peut-être de louer des logements de façon saisonnière quand vous n'y êtes pas, quand vous n'en profitez pas forcément. Alors, Paternal à Coma, en effet, c'est une no-go zone. Cependant, Julien, je précise que j'ai une collègue qui vit pas loin, donc qui a profité d'acheter sa maison à des tarifs plus avantageux, mais elle n'est pas non plus dans la Coma, elle est un petit peu plus loin, elle est à 5 minutes en voiture. Ça lui a pas fait peur, elle n'a aucun problème. Et du coup, voilà, ça a permis aussi de faire des bonnes affaires. Vous allez aller sur la zone de Rocafort, par exemple, qui est une zone très huppée de la banlieue de Valence. Vous allez payer très cher, il n'y a pas la Coma juste à côté. Paternal, vous allez peut-être payer un petit peu moins cher. Enfin, Godella, pardon. Quand je parle de la Coma, je parle de celle de Godella en tout cas. Et vous pourrez faire des affaires. Benicassim, Sébastien, oui. Alors sachez que Benicassim, c'est une ville de bord de mer, une des plus chères vraiment de la côte, disons, presque de la Costa Brava à la Costa Blanca, donc à Denia, Travia. À Benicassim, vous allez avoir du 3 000 euros du mètre, ce qui est vraiment surprenant et assez cher. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la bourgeoisie de Castellón qui s'y rend, qui va surtout pas aller au Oropesa, qui est la zone limitrophe, qui est desservie par une voie verte, qui va vraiment se focaliser sur Benicassim, pour avoir donc un certain type de population, qui vont être leurs amis et leur cercle de connaissances. Mais c'est une zone assez chère et vraiment, on a très peu de clients
qui y vont simplement en fait parce que si je pense ils ont un budget à mettre et qu'ils viennent en Espagne, c'est d'une part pour le soleil, pour la qualité de vie, mais aussi parce que c'est moins cher qu'en France. Je pense que c'est vraiment un mix des deux aujourd'hui. Hein. Les gens sont attirés pour le soleil, mais aussi pour les prix qui encore maintenant sont attractifs. Alors, quel montant sur le front de mer? Donc, question de Tony. Tout dépend de la ville, tout dépend de l'endroit. Vous pouvez avoir moi, j'ai vendu une maison là au Ropessa, par exemple, de 220 mètres carrés, qui était vraiment sur un rocher avec une vue mer à 360 degrés, qui était unique. Alors, celle-là, c'était pas le même budget, hein, elle était sur du 650 000 euros. À Europessa, vous pouvez avoir des choses entre 100 et 200 000 euros. Vous pouvez trouver des choses en front de mer, par exemple, avec une vue mer. C'est quelque chose qui est possible. Même plus 150, 200 000 euros. Voilà, pour vous répondre à ces questions. Voilà pour rentrer un petit peu plus dans les détails, vous pouvez intervenir. Hein, si vous souhaitez prendre encore une fois l'image, le son, vous êtes évidemment les bienvenus. Nous, cette expertise qu'on a sur la région, c'est ce que, en fait, c'est notre fonds de commerce. c'est pour ça que les gens viennent travailler avec nous, c'est parce qu'on va trouver le bien, on va les aider pour les démarches, etc. Mais on va aussi évidemment derrière les conseiller sur les endroits où acheter, pas acheter, comme si c'était quelqu'un de notre famille qui voulait acheter, en fait, tout simplement. Alors, question de Romain, la montée des taux ne va pas faire baisser la demande et ainsi mieux négocier. Alors, Romain, je te remercie pour cette question. Romain, c'est notre directeur commercial que vous aurez l'occasion de rencontrer lors de notre prochain webinaire. Donc, est-ce que la question de Romain, est-ce que la montée des taux ne va pas faire baisser la demande et ainsi mieux négocier? C'est possible. C'est possible, oui. On ne sait pas, en fait, on ne peut pas dire. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'il va y avoir un cataclysme, une baisse des prix dramatique, une récession dont on parle à horizon 6 mois. Après tout, c'est possible. Hein, je veux dire, c'est évident. Hein, les prix de tout augmentent. Les entreprises vont avoir de plus en plus de mal à garder les prix compétitifs avec la hausse des matières premières, de l'énergie. Donc évidemment, on va avoir un ralentissement à ce niveau-là, mais si les prix des matières premières augmentent, on se rend compte, hein, pour tous les gens qui font des travaux, les prix sont de plus en plus élevés. Évidemment, c'est une répercussion possible sur les prix de l'immobilier. Donc moi, c'est mon avis personnel, mais je pense qu'il ne va pas y avoir de baisse dramatique. Il peut y avoir une stagnation des prix, une légère baisse, et si les prix perdent 5%, je préfère que les prix perdent 5% et profitent aujourd'hui de taux bas, de encore assez bas, plutôt que l'inverse. Alors, non, Julien, on a aussi des biens en portefeuille, tout à fait. Donc, oui, on a des biens. Disons que c'est un tiers de notre activité à peu près, d'être l'activité plus d'agent immobilier. Et puis, on est aussi chasseur immobilier. Donc, parfois, évidemment, on est au courant dès qu'on a un bien, on présente avant tout à nos clients, à notre clientèle. Et après, si on n'a pas de recherche qui correspond à ce type de bien, dans ce cas-là, on le publie sur Internet. Prix de l'IMO commence déjà à s'ajuster à la baisse à Marseille. C'est possible. Hein, c'est possible. Barcelone, hein, c'est une ville où le prix de l'IMO a pas autant flambé qu'à Valence, mais Valence, vous voyez le retard qu'il y a. Donc c'est normal aussi, aujourd'hui, c'est une webinaire focus sur Valence, qu'il y a un ajustement. Alors, Xavier, en effet, à Valence et en Espagne en général, de manière plus générale, on n'a pas de studio. On n'a pas de petits apparts. En général, les surfaces commencent à 60 mètres carrés, 2 chambres. C'est rare d'avoir moins. 60 mètres carrés, attention, hein, ça fait 50 mètres carrés Carrez. Mais c'est rare d'avoir moins de 60 mètres carrés. Récemment, là, je regardais les locations et les plus petits prix. Vous voyez des choses de 25 mètres carrés, enfin des studios qui sont vraiment, vraiment tout petits. Sachant qu'en dessous de 22 mètres carrés, normalement, vous n'avez pas de licence d'occupation, en tout cas sur la région de Valence.
Donc oui, les petites surfaces ne sont pas fréquentes en Espagne. Alors oui, en effet, nous, on s'occupe aussi également de la gestion locative donc on a des personnes de notre équipe avec qui on travaille et qui nous accompagnent par rapport à ça, que ce soit de l'étudiant ou du conventionnel, mais pas de touristique. On ne fait pas de location touristique qui, pour nous, s'apparente plus à de l'hôtellerie. Et donc, Julien qui demande pourquoi il n'y a pas eu cet alignement à la hausse comme Madrid et Barcelone sur le prix mètre carré, alors Valencia est la troisième ville d'Espagne. Alors, je vais vous donner mon avis personnel sur la question. Pendant très longtemps, Valence était une ville qui a été gouvernée par une maire qui s'appelait Rita Barbera, qui n'a rien fait pour améliorer les politiques, pour améliorer l'urbanisme de la ville, en fait. Si vous mettez une carte de Valence, vous cherchez l'avenue Blasco Ibáñez, c'est une très grande avenue qui se dirige vers la mer. La maire de Valence avait décidé de raser toute cette partie du Cabanyal, un quartier de bord de mer, un ancien quartier de pêcheurs qui est très mignon au demeurant, entre le bout de la Blasco Ibáñez et la mer, pour en faire pour du coup la prolonger et en faire une allée bordée d'hôtels. Ça a eu un impact évidemment ultra négatif, où toutes les zones ont été désertées. Si vous baladez, vous allez à Valence, vous mettez sur Google Maps, pile dans ce prolongement, vous verrez que c'est déserté, squatté, cassé, abandonné. Et pourtant, c'était il y a longtemps que ce projet a vu le jour. Elle est morte il y a un peu moins de 10 ans, si je ne me trompe pas, Rita Barbera. Et depuis, on a une autre politique qui a été mise en place, mais ça prend du temps. Le tourisme à Valence est reparti depuis 6-7 ans. Mais avant, il était complètement à l'arrêt. Les gens découvrent cette ville aujourd'hui. Et c'est pour ça que les prix repartent. Et moi, personnellement, j'y vois des bonnes opportunités. Et personnellement, j'investis à Valence. Combien de temps faut-il trouver Tony, combien de temps faut-il pour trouver son bien dans le cadre d'un projet d'expatriation sur de la location? Alors, pour trouver son bien, nous, notre accompagnement, c'est un mandat de 6 mois. C'est 2 mois pour trouver le bien, 2 mois pour vous ayez les clés. Il y en a 2 mois de marge. Donc voilà. Après, tout dépend de chacun. Si je connais des gens qui me disent que ça fait 2 ans qu'ils cherchent un logement. Il y a des gens qui peuvent y mettre 2 ans, et c'est de fort dommage, parce qu'à l'époque, tout était, où il y a 5 ans, fallait prendre n'importe quel bien, c'était une affaire, si on comparait par rapport à aujourd'hui. Donc oui, pour répondre à Xavier, il y a les 35 et 40 mètres carrés qui existent. Autant pour moi, ça existe, ils sont rares. C'est des biens qui sont rares, qu'on va retrouver dans des zones qui vont être moins récentes, donc des zones assez anciennes, comme le centre historique de Valence, où on retrouvera des petits studios, des petites choses comme ça. Alors évidemment, le prix au mètre carré, il ne va pas être à 2 000 €, il ne va pas se vendre à 70 000 € en plein centre, mais il peut être, du coup, avoir un ajustement, il va plus être sur du 3 000 €. On en a vu un passer récemment, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est rare et ça va se vendre autour de 25 mètres carrés. Moi, j'ai vu un 25 mètres carrés, par exemple, qui se vendent autour de 80 000 €. Donc, à 35-40 mètres carrés, si ça peut exister. Vous avez, Xavier, en Espagne, à Valence, et dans d'autres villes d'Espagne, ce qu'on appelle les anciennes loges du gardien. Et ça, c'est des bonnes affaires parce que autrefois, c'était beaucoup plus courant d'avoir un gardien dans l'immeuble. Ce gardien, du coup, il était logé en général dans un tout petit logement qui était au dernier étage. Et souvent, ce qui a été fait, c'est que les copropriétés ont vendu la loge du gardien en privatisant la terrasse communautaire. Donc, c'est-à-dire que vous avez en fait un attico avec une super grande terrasse pour une petite surface. Donc, il faut, c'est en général des petites surfaces. Et les copropriétés font ça en général pour financer souvent la mise en place d'un ascenseur dans le logement, dans l'immeuble. Donc ça, ce qu'ils appellent la guardia, la antigua de casa del portero. Voilà. Donc la antigua casa del portero, c'est en général des bonnes affaires parce que vous avez des petites surfaces et une grande terrasse. Alors JB qui nous demande comment fonctionne le cycle d'achat. Visite, offre, notaire, banque, notaire, comme en France, où ça fonctionne autrement. Alors, pas vous inventer quoi que ce soit. Évidemment, ça fonctionne plutôt comme en France. Vous visitez un bien, il vous plaît, vous faites une offre. Le notaire, non. Le notaire, vous ne passez pas chez le notaire pour le compromis, ça se fait sous seing privé. S'il y a un prêt, évidemment, dans ce cas-là, c'est une fois qu'on a signé un compromis, qu'on se rapproche des banques et qu'on met en place la machine, si j'ose dire.
Et après, avec en général un délai qui est de 2 mois, on signe l'acte authentique devant le notaire. À ce moment-là, on obtient les clés. Ce moment où on obtient les clés, on est propriétaire, on ne peut pas revenir en arrière. On n'a pas de 15 jours, un délai de 15 jours comme en France, où on peut faire marche arrière si on le souhaite. L'acheteur est moins protégé qu'en France de manière générale. Les étudiants ne se logent pas trop en appartement individuel comme en France. Bah oui, tout simplement parce que il y en a moins. C'est beaucoup moins monnaie courante. Donc soit c'est des appartements de 2 chambres, les appartements d'une chambre, vraiment c'est plus rare. Je parle pour Valencia. Et du coup, bah, souvent ils partagent les appartements, ils font beaucoup plus de colocation. Ce qui peut être un très bon rendement, un très bon placement, les colocations. Voilà, un appartement que vous louez 600 €, 550, vous allez louer 250 € la chambre, ça vous fait 100 € de plus, 150 € de plus. Donc la rentabilité, si c'est un appartement que vous avez payé 60 000 €, bah, tout de suite, ça fait une différence. Mais la colocation, c'est plus compliqué à gérer aussi. Donc, vous avez 2 choix, si vous avez un appartement de 3 chambres, c'est de mettre en colocation. Ou alors de mettre en location conventionnelle, où c'est un étudiant qui l'aura et qui l'exploitera du coup avec des camarades. Alors, je vois que Xavier est en train d'écrire à nouveau quelque chose, donc je vais attendre Jimmy et Jimmy également. Je tiens à dire, alors si vous êtes en France, bah, évidemment c'est plus compliqué, mais si vous êtes à Valencia ou de passage à Valencia, nous on a nos bureaux qui sont en plein centre, juste derrière la place Ayuntamiento. Vous pouvez prendre rendez-vous pour venir nous voir et pour un entretien personnalisé. Donc bah, n'hésitez pas, vraiment, si vous avez l'occasion de venir en Espagne pour discuter de tout ça. Est-ce qu'il y a une différence de température l'été ou l'hiver entre la plage et le quartier du nouveau stade? Alors, vous avez des différences de température. Dans la ville de Valence, honnêtement, pas tant que ça. Et à la plage, vous n'avez pas non plus une très grosse différence. Par contre, dès que vous allez plus en campagne, on peut perdre facilement 2-3 degrés. Et ben, écoutez, avec plaisir, Julien, si vous voulez nous voir pour consulter les biens qu'on a en portefeuille, vous êtes le bienvenu. En ce moment, du coup, bah, pour vous répondre aussi, pour faire le lien sur la température, vous pouvez être étonné parfois quand vous voyez des biens de voir qu'il n'y a pas de chauffage. Très souvent, vous avez une clim réversible chaud-froid, comme ici, bah, par exemple dans les bureaux, ou alors une petite chaufferette que les gens utilisent pour se chauffer dans la salle de bain rapidement. Comme le soleil réchauffe en général beaucoup les logements, c'est plus la clim qui va vraiment être importante. On s'en est rendu compte cet été. On ne pouvait pas dormir sans clim. C'était ceux qui n'avaient pas de clim, il leur fallait vraiment un ventilateur. On avait à 1 h du matin, on était encore parfois à 35 degrés, avec une humidité vraiment très importante à Valence. Donc ça, c'est un point aussi à savoir. Après, c'est pas cher d'installer une clim et un appareil enfin ce qu'on appelle un split et la machine, c'est 500 € en premier prix. Donc voilà, vous avez ça. Ce qui est plutôt ce sur quoi il faut se focaliser et ce sur quoi on n'est pas habitué à se focaliser en pensant peut-être avec moi je suis de Lille, avec mon raisonnement de Lillois, j'ai plus regardé les radiateurs que les aires vicieuses. Valentin, alors c'est le premier qu'on fait pour être tout à fait honnête avec vous. C'est en train de s'enregistrer, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème et qu'il pourra être sur notre chaîne YouTube. Ah, voilà, entre ch'ti, Julien. On se comprend. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui voudraient intervenir? Il y a encore différents participants. Il n'y a pas que les personnes qui posent des questions. Donc, j'imagine que si d'autres personnes sont encore connectées, c'est que ça doit répondre à leurs questions. Bah, écoutez, pas de problème. On est ravis moi, je suis vraiment ravi de ce premier webinaire, de voir qu'il y a eu de la participation, que ça vous a intéressé. Enfin, je l'espère. N'hésitez pas vraiment si vous avez besoin de questions complémentaires qui vous reviennent à l'esprit dans les prochains jours ou autres, à nous les poser. Il n'y a vraiment pas de problème. On est à votre disposition. Et merci pour les vidéos Facebook marketing. Je transmettrai ça à Déborah qui vous a aidé dans la préparation de la présentation. Je réponds juste à la question de Xavier avant de terminer. Le prix d'une place de parking à Valence, tout dépend des quartiers. Dans le centre de Valence, vous voyez, elle se loue 100, 120 € par mois et elle s'achète 30, 40 000 €.
Donc, si vous avez 40 000 euros à dépenser, il vaut mieux acheter un appartement qui se vend à 500 euros qu'une place de parking. Moi, personnellement, je suis locataire de ma place de parking. Voilà. Si j'ai des sous à investir, je préférerais les investir dans l'immobilier, même si ça présente plus de risques, évidemment, qu'en termes de location, qu'un locataire d'une place de parking. Mais voilà, pour les places de parking, c'est pas le meilleur, pour moi, la meilleure business à faire. Vous en avez aussi dans d'autres quartiers de Valence. Il faut aussi regarder la tension, évidemment, locative, toujours, est-ce qu'il y a des places, est-ce qu'il y a du parking dans la rue ou des places de parking dans la rue. Mais oui, ça peut même, j'en ai vu à 50 000 euros, des places de parking. Donc, en plein centre. Donc c'est un produit qui est assez coûteux quand même quand on compare à ce qu'on peut trouver à un quart d'heure en voiture dans l'immobilier. Enfin, c'est juste incomparable, quoi. Voilà. Écoutez, merci à tous pour votre participation. Je vois pas d'autres questions. Je vous remercie en tout cas et je vous dis à très bientôt du coup pour le prochain qui sera le 13. Voilà. Très bientôt et très bonne journée à tout le monde. Merci.